Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information sur la radio-télévision Hermont. D'ailleurs, je me fais le plaisir de vous présenter rapidement les titres du journal. Le piquet de grève des agents du Méridien s'est déporté ce matin de glace au Radisson Blu, pour espérer rencontrer la tutelle, car ces pères et mères de famille sont dans le désarroi total. Et puis, nous parlerons également dans ce journal des travaux de réhabilitation du boulevard Omar Bongo lancés en début de semaine, qui se poursuivent malgré le doute des riverains sur leur qualité. Voilà donc ce qui va constituer la charpente de votre édition d'information une fois de plus. Bonsoir à toutes et à tous. Passons à présent au développement de nos titres comme annoncé. Mesdames et messieurs, je le disais à l'entame, poursuite de la grève des agents du Méridien qui, après avoir passé 48 heures à dormir à la Belle Étoile, devant leur siège de glace, se sont déportés au Radisson Blu ce matin pour espérer rencontrer la tutelle. Plus de précisions sur ces images de Boris Mikolo. Suivant. La situation des agents du Méridien mis en congé technique après la réquisition de leurs outils de travail par les autorités pour cause du coronavirus semble aller de mal en pire. Après le piquet de grève érigé devant leur hôtel pour réclamer le paiement de 2 mois d'arrêt de salaire et qui est resté sans suite favorable, ces derniers se sont déportés ce jeudi 18 mars du côté de l'hôtel Radisson Blu pour essayer de rencontrer la hiérarchie afin d'en savoir un peu plus sur leur avenir. Le personnel du Rendama est dans la rue, il faut dire les vérités telles qu'elles sont. Déjà, on percevait l'indemnité de congé technique à 50%. D'ailleurs, qui a été décidé de façon unilatérale par notre direction. Et la fin du mois de février, l'indemnité de 50% a disparu. Et nos employeurs nous ont sorti un mémo nous expliquant qu'ils ne sont plus en mesure de payer les 50%. Et le même document a été copié, reçu donc par le ministère du Travail, l'inspection du travail et le ministère du Tourisme. Ce document est sorti depuis le 18 février. Jusqu'à ce jour, tout le monde est silencieux. Et la direction générale du Rendama et les autorités gabonaises, donc notamment notre ministre de tutelle et le ministre du Travail. Donc, on n'a plus de salaire, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui paye le loyer, lorsqu'il n'a plus de salaire, il paye le loyer avec son salaire. Lorsqu'il n'a plus de salaire, qu'est-ce qu'il fait? Le bailleur le met dans la rue. Et c'est ce qui nous arrive. Beaucoup d'entre nous sommes dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un endroit où s'abriter. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de dormir à notre lieu de travail. Étant donné que le dialogue est coupé, le silence nous inquiète. Ça fait déjà un mois, du 18 au 18. Ça fait un mois, on n'a toujours pas de salaire. Donc, notre direction générale ne met plus les pieds au Rendama. Ils sont ici au Radisson. Donc, ce matin, on est venu pour leur poser au moins 2 ou 3 questions puisqu'ils nous ont fouillés. Ils nous ont fouillés. Donc, on est venu ce matin à leur lieu de travail, maintenant au Radisson, au moins pour leur poser les questions, pour leur demander où en est-on. Notre situation est prise en compte désormais par qui? Ça avance ou ça recule? Parce que 1 mois sans salaire, on va passer 2 mois, jusqu'à quand? Une triste réalité pour ces mères et pères qui sont à la quête d'un dialogue avec la tutelle, qui pourtant avait bel et bien existé jusqu'au 15 mars et depuis, c'est le statu quo. D'abord, on nous a mis en chômage technique, avec réduction des salaires de 50%. Et puis après ça, même pas 2 mois, ils ont tout suspendu. On n'a pas eu le temps de se préparer même pour le chômage technique. Donc les bailleurs, eux, ils ont considéré toujours la même situation qu'avant. On n'a pas pu prévoir les uns de peut-être trouver un logement plus réduit, à coût réduit, ou pour les autres de revoir les écoles et tout ça. Là, on n'a eu aucune préparation, que ce soit matériellement ou bien psychologiquement. Et c'est ce manque de préparation qui a occasionné même la mort de certains d'entre nous. Parce que psychologiquement, ils étaient atteints. Donc, ils ont vu leur train de vie dégringoler avec les conditions sociales précaires. Ils avaient déjà des maladies, plus avec les tensions et tout ce qui sont venus, faute de soins à cause de la suspension de l'assurance maladie. Ils n'ont pas eu les moyens, ils ont décédé. On a attiré l'attention de nos dirigeants, particulièrement de M. Prassad,
Et M. Nizar, vous passez au Rindaba, vous allez voir les photos de nos défunts collègues. Donc ça devait interpeller les uns les autres pour dire il y a déjà eu 3 morts, on doit réagir. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Alors, beaucoup d'entre nous n'ont plus de moyens pour se nourrir, se loger. Raison pour laquelle on a décidé maintenant d'investir le bâtiment, parce qu'au moins, là, on verra que c'est l'autre contrat qui nous rejoint à la direction pour qu'eux, ils viennent vers nous. Beaucoup ont dormi à la Belle Étoile, ça fait déjà 2 jours. Vous avez vu, hier il a plu. Vous avez vu le vent qui souffle, c'est le vent marin. Il y a beaucoup de personnes âgées. Est-ce qu'on attend un 4e mort pour réagir? Non. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous interpellons M. Prassad, nous interpellons les autorités qui ont réquisitionné l'État, qui ont l'établissement autant pour moi, pour qu'ils fassent quelque chose. Il suffit de lire leur mouvement pour constater que le fait d'avoir passé près d'1 semaine à dormir à la Belle Étoile devant leur siège pourrait mieux expliquer la souffrance qu'ils encourent, surtout pour ceux qui sont locataires, d'où cette interpellation aux autorités. On est dépassés, on dort à la Belle Étoile. Il y a eu des conventions qui ont été signées avec les Indiens. Ils nous ont coupé les salaires, divisé les salaires au milieu pour dire qu'on a 50%. 50%, ils payent la quinzaine, le 18, on nous dit que les salaires sont coupés. Les mères et pères de famille qui dorment dehors à la Belle Étoile, les Indiens, on ne les voit pas. Aucun n'arrive. Aucun ne vient dire même un mot. Depuis 1 an, aujourd'hui, on n'a plus revu ni Prassad ni Nizar. Où sont-ils? Pourquoi tant de souffrance dans notre Gabon? Les Gabonais doivent souffrir autant. Pourquoi? Je n'ai pas entendu, vous avez dit un discours là que vous serez heureux quand les Gabonais seront heureux. Pourquoi aujourd'hui l'heureux là est mort? Vous êtes où? Avec les moustiques, à la Belle Étoile, on n'est pas entré parce que les Indiens ont mis une affiche là-bas, soit disant qu'on ne rentre pas dans leur méridien. Donc on dort dehors. Dehors, parce qu'il y en a parmi nous là, nous tous là, les propriétaires veulent leur argent. On fait comme... Si le linge sale se lave en famille, il y a lieu de se dire qu'il n'est pas encore trop tard pour les 2 parties de trouver une solution susceptible de satisfaire l'une ou l'autre. Ce, malgré le contexte économique actuel lié à la crise du coronavirus qui dérange l'économie mondiale. Autre chose à présent, la question relative au respect des mesures barrières en rapport avec le coronavirus reste d'actualité dans plusieurs milieux professionnels. À Libreville, certaines écoles ont pris des dispositions nécessaires pour protéger les apprenants. Les détails dans ce reportage sur ces images de Boris Mikoulou. La question relative au respect des mesures barrières en rapport avec la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde reste d'actualité. Au-delà des entreprises, administrations, les milieux publics et des marchés, les écoles aussi sont assujetties à la règle. Au complexe scolaire Koudal, dans le 5e arrondissement, les responsables ont pris des dispositions nécessaires pour protéger les apprenants. Comme vous allez constater tout à l'heure, le lavage des mains obligatoire. On respecte également les distances des enfants dans les salles de classe et puis le port du masque aussi obligatoire. C'est vrai que c'est un peu difficile avec les plus petits, mais les enseignants sont là pour ça. Si le virus de la Covid-19 jusque-là semble épargner les enfants, n'empêche que les dispositions soient prises pour éviter la contamination si possible en milieu scolaire. C'est ce que nous explique ici M. Babika, président fondateur du complexe scolaire Sainte-Rose. Vous arrivez à un niveau, quand vous êtes venu, il y a le point de lavage d'eau, il y a le gel hydro. Et quand vous allez dans les salles de classe, vous trouverez que tous les enfants chez moi ici ont les bavettes. Et vous constaterez aussi même que sur la cour, il y a un marquage qui, n'est-ce pas, exprime la distanciation. Donner des orientations au personnel. Aujourd'hui, les écoles, en fait, les récréations se font de manière alternée. Donc, on ne peut plus demander à tout le monde d'être en récréation au même moment. On est obligé d'alterner. Donc nous avons par exemple, si c'est une récréation de 30 minutes, on a par exemple 10 minutes pour la première année, deuxième année, 10 minutes pour la troisième année et 10 minutes pour la quatrième et cinquième année. Donc ça fera 30 minutes. Et là, sous le contrôle bien entendu de tous les enseignants et encore surtout les enseignants de permanence. Vu que les plus petits apprenants ne sont peut-être pas conscients de la violence des dégâts que cause cette maladie, les enseignants de l'école Koudal ici veillent scrupuleusement aux faits et gestes de ces derniers.
Les précautions, déjà, on a un lave-main. Chaque enfant, quand il arrive le matin, il se désinfecte avec le liquide et le lave-main. Donc, et puis, ils ont des bavettes. Ce sont les précautions que nous prenons. Après chaque jeu, on les amène toujours à laver les mains pour se désinfecter. C'est le travail que nous faisons et nous sommes là pour ça. On veille à ce que les enfants, après manger, après jouer, avant d'entrer dans les salles de classe, lavent les mains. Et comme l'information dans l'éducation et l'éducation dans la formation semble être la meilleure façon d'épargner les plus petits de cette malheureuse maladie, les responsables du complexe scolaire Sainte-Rose, par exemple, ont initié un programme de cours sur le coronavirus. C'est ce que nous explique d'ailleurs M. Moueli. Nous sommes sans ignorer que la pandémie à coronavirus est réelle. Et avec de nombreux enfants, les avenirs des familles qu'il faut protéger, nous aussi nous prenons un moment dans la journée, surtout au début. Ça voudrait dire qu'à partir de 8h pile, on peut s'étendre 20 jusqu'à 30 minutes pour enseigner aux enfants des stratégies pour pouvoir lutter contre cette maladie. Notamment comme le port du masque. On l'a exigé depuis la rentrée que le masque est obligatoire pour pouvoir être non seulement en salle, mais entrer même au sein de l'établissement. Après cela, il y a également, comme vous pouvez le constater, un dispositif mis en place pour laver les mains de manière régulière, le gel hydroalcoolique qui demeure aussi visible. Et en plus de cela, il y a également la distanciation sociale, comme vous pouvez voir, jusque dans la classe. Si vous prêtez attention, vous verrez que tous ces éléments sont mis en place. Maintenant, après, il y a l'apprenant qu'il faut inculquer ce savoir-là, que ce n'est pas des rumeurs, c'est bel et bien fondé. Le coronavirus existe et fait des ravages dans le monde. Et nous devons nous protéger. Vous voyez les différentes affiches que nous avons mises. Donc notre cours va consister à montrer aux enfants l'importance de respecter scrupuleusement ces mesures, ces gestes barrières qui sont en quelque sorte notre couverture, notre protection face à cela. Donc, c'est en quelque sorte, pour résumer, pour être bref, ce que nous faisons chaque matin. Vivement que ce genre d'initiatives s'étendent dans les autres établissements de la capitale en particulier et ceux du Gabon en général pour le bien-être et la sécurité des élèves. Et puis, on va parler cette fois-ci des travaux de réhabilitation du boulevard Omar Bongo qui vont bon train. Depuis 4 jours déjà, les ouvriers sont à pied d'œuvre et les riverains, cependant, sont sceptiques quant à la qualité de ces derniers. Les détails avec Ortega Otoanzogo sur les images de Floris Mapango. Les travaux de réhabilitation du boulevard triomphal de Libreville vont bon train depuis son lancement. Les ouvriers sont à pied d'œuvre, même s'ils ont été réfractaires à la caméra. L'homme de la rue n'a pas hésité de donner son point de vue en livrant son inquiétude sur la finition des dits travaux. À l'heure où la pandémie du Covid-19 bat son plein, l'exécution de ce chantier devrait se faire en pleine nuit selon ce dernier. On se pose une question, c'est ces travaux vont continuer à être définitivement faits ou provisoirement faits. Parce qu'on sait qu'il y a quelque temps, ce boulevard a été refait, mais on se rend encore compte que c'est les mêmes travaux qui sont répétés tous les jours. On ne sait pas si c'est les sociétés qui multiplient l'argent ou c'est l'État qui continue à donner l'argent qui n'y a pas d'ailleurs. On se pose bien des questions. Puis je crois qu'en pleine ville, pendant la crise sanitaire, et que lorsqu'on bloque une route, un boulevard comme celui-là, en pleine journée, je crois que c'est trop pénible. On a déjà faim, on marche à pied, et lorsqu'on ajoute encore la route, c'est un autre problème. Donc c'est des travaux d'urgence comme ça qu'on devait faire pendant la nuit, quand il n'y a personne. D'abord, les gens, nous dormons déjà à 18h. Et s'il faut qu'à partir de 18h, pendant que nous dormons et que nous ne puissions pas passer à 8h le matin parce qu'il y a des travaux, je crois que c'est mal pensé. La route secondaire qui relie un des carrefours boulevards avant l'hôtel de ville pour le quartier Cocotier, juste à côté du Sénat, est dans un état de dégradation très avancé. Une érosion s'est formée sur le goudron de cette voie, ainsi qu'à quelques mètres de la mairie centrale, incitant les conducteurs à conduire avec prudence.
Un état de fait qui rend les riverains sceptiques. Non, je ne crois pas. Parce que si vous n'avez qu'à suivre mon regard, déjà en face de nous, c'est des travaux qui ont commencé il y a 3 ans, qui ne sont jamais terminés. Et là, on vient de travailler, là, ça fait pas 6 mois. Et la route est déjà bosselée et cabossée. Je crois que ça sera la même chose là-bas. Non loin de la zone, mais ce que je peux, on va dire ça comment, ce que je peux donner comme point de vue, c'est que si tout est financé, je crois que le travail ira à bon port. Vu les nombreuses déceptions suite aux travaux faits ici et là dans la capitale, les jeunes de cette ville sont proposés pour être formés. Je propose que des jeunes Gabonais, par exemple, soient bien formés et qu'ils travaillent non pas pour l'argent, mais pour l'amour du pays, parce que ça fait partie du nationalisme. Que l'on aille nous prendre des experts qui ne sont qu'experts de nom et qui vont faire les mêmes travaux pendant 5 ans pour qu'on dépense toujours de l'argent. Tout simplement que ces travaux de réhabilitation viennent apporter un ouf de soulagement. La qualité d'eau fournie par la SEG semble inquiéter les consommateurs gabonais qui ont accordé leur confiance pour la consommation de l'eau minérale. Plus de précision, on va retrouver une fois de plus Ortega Otoanzogo. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, distributeur en eau potable dans toutes les zones de la capitale, ne promet guère de joie chez les usagers qui éprouvent des difficultés à s'approvisionner en eau. En plus, ces derniers remettent en cause la qualité de ce précieux liquide. Il est question ici de savoir pourquoi de l'eau minérale est plus appréciée chez les consommateurs. On voit la qualité de l'eau que l'on nous donne ici. Elle est polluée et elle est même salée. Ça cause de nombreux dégâts sur le genre humain en buvant cette eau-là. Mais les populations ne peuvent rien faire. C'est mieux, la santé n'a pas de prix. On n'a plus confiance à l'eau de la SCG. Il y a l'eau potable dans les quartiers. Il y a l'eau potable dans le robinet. Quand vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau. Les gens boivent l'eau minérale parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets. Sinon, qui irait dépenser de l'argent alors que tu payes déjà de l'eau à la SCG? Là, la poste à Québec, vous voyez là, il n'y a pas d'eau depuis des mois et des mois, même pas une goutte au robinet. Même pas. La SCG est sale. Quand vous le puisez, vous voyez qu'il y a un dépôt, donc ça ne donne pas une garantie de boire cette eau. Il est complètement sale. Quand vous le faites bouillir, vous allez voir qu'il y a un dépôt dessus. Alphonsine, La Source, Egen, Akewa, Anta sont là les différentes marques d'eau minérale exposées dans les marchés puis dans les boutiques et très consommées par bon nombre de personnes. Les populations n'ont d'autre choix que de se tourner vers de l'eau minérale au détriment de l'eau de la SEEG. On a même l'impression qu'on n'a pas l'eau dans les robinets pour qu'on achète l'eau minérale. Sinon, il n'y a pas de raison. Mine de rien, on a des quartiers, même là où il y avait l'eau, ils vous disent maintenant qu'ils n'ont pas d'eau aussi. Et ça fait des années que ça tire, plus de 10 ans en tout cas. Dieu nous a pourvu des eaux ici. Il y a tout ce qui est nécessaire pour le bien-être des populations. Mais apparemment, c'est la cupidité qui pousse les gens à créer des conditions difficiles. Par exemple, en obligeant les gens à y acheter l'eau minérale qui coûte extrêmement cher. Avec ou sans moyen, d'aucuns font de la consommation de l'eau minérale une œuvre régulière. Je préfère, même comme je n'ai pas de l'argent, je préfère même rester sans manger, je vais acheter mon eau minérale. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, on n'a pas le choix. Mais moi, je ne suis pas d'accord d'acheter l'eau minérale régulièrement qui coûte cher. Pendant 7 ans, nous avons la possibilité d'avoir l'eau pure que Dieu a donnée à notre pays comme don. Ceux qui ont les moyens, ils se procurent de l'eau en ça. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, peut-être il faut le faire bouillir. Laissez dormir, reposer, maintenant vous filtrez pour boire cette eau. À la Société d'énergie et d'eau du Gabon d'améliorer la qualité d'eau qu'elle distribue. Le Gabon vient d'apporter son aide à la Guinée équatoriale, victime d'une explosion d'un dépôt d'armes qui a occasionné plusieurs morts, des blessés graves, mais aussi des dégâts matériels très importants. On va retrouver nos confrères de la presse internationale pour les détails. Conscient de la situation critique qui affecte actuellement les populations de Bata en Guinée équatoriale suite aux explosions du 7 mars 2021, le gouvernement gabonais a procédé le 12 mars dernier à la remise d'une aide financière évaluée à 500 millions de francs CFA. Cette enveloppe va participer à la réinsertion des populations dans le milieu social, en plus d'une amélioration sur le plan financier et matériel.
Compte tenu du fait que des pays comme l'Espagne, la France, Israël, le Venezuela, le Qatar et d'autres pays ont déjà apporté des médicaments, des hôpitaux de campagne et du matériel de santé dans le pays, la priorité est en ce moment de fournir de la nourriture et un hébergement aux victimes. Les besoins des sinistrés sont d'ordre financier, nutritionnel, logement. Cet apport financier du Gabon, bien accueilli par les populations sinistrées de Bata, résulte de la demande d'aide à la communauté internationale effectuée par le chef d'État équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo. Il est également nécessaire qu'une assistance psychologique soit apportée aux personnes qui ont perdu des êtres chers et la nécessité de gérer l'aide avec une transparence maximale, d'atteindre les personnes dans le besoin. En rappel, le gouvernement équato-guinéen avait mis à la disposition des sinistrés de la ville de Bata 10 milliards de francs CFA, une enveloppe qui entre dans le fonds de secours pour répondre à cette catastrophe. Selon un bilan officiel encore provisoire du gouvernement, cette catastrophe a fait au moins 100 morts et plus de 650 blessés. Un peu d'économie dans cette édition d'information. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement, le Maroc devrait renouer avec la croissance en 2021. Suivant. La croissance du produit intérieur brut réel du Maroc devrait rebondir à 4,5% en 2021, d'après un rapport de la Banque africaine de développement rendu public le 12 mars 2021. Une reprise qui sera soutenue principalement par la relance de l'agriculture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, précise ce rapport. Le déficit de la balance courante et le déficit budgétaire du pays devraient en effet se contracter et les pressions inflationnistes devraient rester modérées. Néanmoins, le pays est confronté à d'importantes inégalités sociales, à des disparités régionales en matière de développement économique ainsi qu'au chômage des jeunes. Repenser le modèle de développement pour favoriser une croissance inclusive est la mission assignée à la commission spéciale nommée par le roi Mohamed VI. Le rapport de la Banque africaine de développement indique que les exportations de pièces automobiles ainsi que de phosphates et dérivés devraient se renforcer à court terme avec l'augmentation de la demande mondiale. Alors que le produit intérieur brut réel du Maroc a diminué de 5,9% en 2020, ce rebond devrait marquer la fin de sa première récession depuis plus de 2 décennies. Le problème, c'est de contrôler le rebondissement, parce que le rebondissement risque d'être nuisible s'il n'y a pas une appropriation et si on n'a pas bien apprivoisé les lendemains du post-Covid. Donc, ce qui fait qu'une économie comme le Maroc compte sur le tourisme, le secteur agricole, le secteur industriel. Ce secteur a été complètement étouffé pendant des mois et ce secteur va absolument demander plus de ressources, plus d'attention et bien sûr un souci de gouvernance, parce que la gouvernance, c'est ça qui va permettre d'intégrer les différentes formes de mise en valeur des lendemains post-Covid. Notons qu'en septembre 2020, le Maroc a émis une obligation d'1 milliard d'euros, ce qui a permis de renforcer ses réserves de change, représentant environ 8,1 mois d'importation et 3 fois la dette due à court terme. Voilà. C'est par cette note de la page internationale que nous mettons un terme à cette édition d'information dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Le piquet de grève des agents du Méridien s'est déporté ce matin de Glace à Radisson Blu pour espérer rencontrer la tutelle, car ces pères et mères de famille sont dans le désarroi total. Et puis nous avons également parlé dans ce journal des travaux de réhabilitation du boulevard Omar Bongo lancés en début de semaine et qui se poursuivent malgré le doute des riverains sur leur qualité. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Je n'étais pas seul, toute l'équipe, la rédaction m'a accompagné pour arriver chez vous. Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Demain, lorsqu'il sera 20h30, nous serons ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Au revoir.